Vous avez l'impression, Frédéric Mazella, que les investisseurs ont changé, ils posent plus les mêmes questions aujourd'hui qu'ils vous auraient posées à vous il y a 20 ans? Il y a un mot qui est revenu dans le vocabulaire, c'est EBITDA. C'est-à-dire voilà, il faut que ça marche. Rentable, quoi. Le bénéfice net. Ouais. Et donc ça, c'est quand même important parce que ça plante le décor, on va dire, pour n'importe quelle société quand elle démarre, de se dire de toute manière, il faut atteindre la rentabilité à un moment et à un moment pas trop loin. Donc ça, c'est assez important en termes de positionnement intellectuel. Et ensuite, c'est vrai que, comme disait François, il y a dans les investissements, de toute manière, pour les bons projets, il y a toujours de l'argent. Et les bons projets trouvent toujours de l'argent. Ça, c'est important. Et en plus, même en termes d'investissement aujourd'hui, par rapport à la vague euphorique, on va dire, de 2021, 2022, il y a quand même des volumes d'investissement qui sont très très largement supérieurs à ce qu'on avait il y a 10 ans ou même il y a 4-5 ans. Donc on est toujours quand même en croissance, même s'il y a eu une période d'accélération il y a quelques années. Isabelle Bordry, il y a 25 ans, le mot French Tech, il n'existe pas en fait. C'est pas, Pas du on tout. ne parle pas d'écosystème, on est très très loin de ça. Alors on parle de souris, de mulots. À l'époque, il y avait justement avec Oriane Garça que vous avez reçu tout à l'heure, Jacques Chirac, qui essayait de comprendre comment fonctionnait Internet. Et il y avait eu ce gag où il cherchait le mulot au lieu de chercher la souris. Mais on était effectivement avec des entreprises américaines, donc dont j'ai fait partie, puisque Yahoo est arrivé en 97 avec cette volonté de fédérer la connaissance du monde en fait. Parce qu'au début, Internet, c'était quoi? C'était un vaste espace où on pouvait y publier toute l'information disponible. Et donc ces sociétés américaines avait mis en place ce système qui permettait de se repérer en un seul clic, d'aller chercher des informations. Et puis ce qui s'est effectivement passé, c'est que très rapidement la tech a pris une place très importante avec l'arrivée de Google. Donc quand je dis la tech, c'est les maths. C'est vraiment avec Eric Schmidt qui a rejoint Google au début des années 2000, qui est Monsieur Java, qui a écrit Java, qui tout d'un coup s'est attaché à attirer aux États-Unis les meilleurs mathématiciens du monde pour faire en sorte que l'algorithme de Google soit plus efficace que ce qu'avait fait Yahoo précédemment, qui était un annuaire, un index, un peu comme une bibliothèque. Donc tout d'un coup, la tech et l'algorithme a été plus intelligente avec Google que ne l'avaient été les annuaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'IA aujourd'hui, et on parlait des levées de fonds et des problématiques de souveraineté, là, en début d'émission, la tech française, je trouve, reprend des couleurs. La qualité et les talents que l'on a en France, notamment chez les ingénieurs, devient absolument crucial. Et les levées de fonds suivent effectivement des nouveaux projets où la tech et la souveraineté, c'est-à-dire la capacité d'avoir en France des technologies de rupture, est particulièrement importante. On va parler évidemment révolution du retail avec Olivier Mathieu dans un instant, mais juste Frédéric, est-ce que c'est le moment à peu près autour de 2010 où les polytechniciens et les ingénieurs se mettent à arrêter de faire de la finance, parce que déjà ça rapporte moins après la crise, et se mettent à faire de la tech? Oui, il y a un petit peu ce moment-là, même en termes de considération tout simplement comme option de carrière. Faut dire que pendant, je pense, plusieurs décennies, on n'a pas envisagé l'entrepreneuriat ou la création tout simplement d'un nouveau projet comme étant une piste crédible ou en tout cas empruntée par les personnes qui suivaient les plus grands cursus scientifiques. Et il y a eu ce changement-là, oui, on va dire entre 2010 et 2015, où c'est devenu quelque chose d'important et vraiment de crédible. Donc on a vu ce changement-là et d'ailleurs beaucoup des entreprises qu'on voit aujourd'hui sont créées par des gens qui auraient eu beaucoup d'autres options de carrière. Ils auraient pu continuer, ou partir dans des grands groupes, avoir des carrières, j'ai envie de dire à l'ancienne, mais en tout cas des carrières où ils passent d'un poste à un autre pour devenir. Et dans les corps de l'État aussi. Ou dans les corps de l'État. Et maintenant, aller créer une société, c'est une option très très sérieuse et considérée. Oui. Olivier Mathieu, la révolution dans le retail, la manière d'acheter, la manière de voir le commerce, avec Catherine Barba, elle disait ce matin, c'est peut-être là où c'est le plus notable. Ça ne ressemble plus à rien de ce qu'on a connu il y a 20 ans. Alors, je ne sais pas si c'est dans le retail qu'il y a eu la plus grande révolution. Moi, j'ai l'impression que c'est complètement transversal parce qu'on le retrouve aussi dans la finance, par exemple, la façon dont on gère son argent, la façon dont on gère sa carrière ou plein d'autres choses. Mais dans le commerce, effectivement, quand on a commencé en 2001, par construction, évidemment, ça n'existait pas. Et très rapidement, ça a permis non seulement de vendre et de recevoir à domicile, mais d'une certaine manière, ça existait déjà. On appelait ça la VPC, la vente par correspondance, ou la VAD, la vente à distance.
Et on s'est tous demandé pourquoi c'était pas les entreprises de catalogue qui allaient devenir de type La Redoute, les Trois Suisses, etc., qui allaient devenir les plus grands sites de e-commerce mondiaux. Et pourquoi finalement est-ce qu'on a laissé la place à Amazon et puis ensuite à des gens comme Price Minister et quelques autres. On avait eu Rue du Commerce, Cdiscount, etc., tous les pionniers du e-commerce en France. Et on s'est rendu compte qu'en fin de compte, la transition de la capacité d'innovation ou de disruption du retail venait principalement de la gestion technologique des bases de données, d'une part, du système de paiement, mais qui avait également tout un métier de livraison qui, lui, pour le coup, n'est pas forcément un métier en tout cas, il préexistait à l'Internet et au digital, parce qu'il s'agit toujours de pouvoir livrer son produit et de pouvoir ensuite assurer la relation avec le service client pour pouvoir rassurer et créer de la confiance au sein d'une relation qui était complètement dématérialisée. Parce qu'il faut imaginer qu'au départ, les premiers internautes qui ont acheté en ligne, ils achetaient un produit sans savoir s'ils allaient le recevoir. Ils donnaient leur numéro de carte de crédit, comme un saut dans le vide. Ils avaient peur. Donc les premières étapes, c'était créer de la confiance parce que oui, vous allez recevoir le produit et non, vos coordonnées bancaires ne vont pas vous être piquées.